avec ce roman d'espionnage en plein cœur de l'Europe et de ses contradictions. Un roman drôle aussi qui dresse le portrait d'un migrant irakien devenu polyglotte et ambassadeur du multilinguisme dans l'Union. Bon baiser d'Europe est publié chez Gaïa et il promeut le pouvoir du verbe face aux enfermements identitaires. Merci Philippe Mouche d'être avec nous. Merci à vous. C'est donc votre nouveau livre. Pourquoi le choix de ce personnage, de ce héros polyglotte? Est-ce que c'est pour nous faire entendre que l'Europe n'est finalement pas une cacophonie? Je crois que le choix du personnage, effectivement, de Fergus Bond, c'était vraiment faire le lien avec ce qui est la culture traditionnelle du roman d'espionnage. Dans le roman d'espionnage, y compris dans les séries modernes ou les films, je pense au Bureau des légendes, ou Diplomate, ou bien Homeland, ou même ça vous a inspiré, ça, d'ailleurs, la série Jason Bourne? Ça m'a inspiré d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une façon positive et négative. Parce que souvent, dans cet esprit-là, je pense aussi au roman de John le Carré sous une autre forme, on a l'idée qu'il y a un tout petit nombre de personnes qui décident de l'avenir du monde. Ce sont finalement des romans qui sont élitistes, d'une certaine façon, y compris pour l'être de façon tragique, c'est-à-dire pour montrer que des fois ça marche pas et que tout le monde se tire dans les pattes et faire deviner derrière tout ça le cynisme des États. Et moi, j'avais envie d'un mécanisme qui se place un peu dans cette lignée-là pour faire apparaître un personnage totalement paradoxal qui est celui de Fergus Bond, puisque de Bond, on voit qu'il a finalement peut-être certaines caractéristiques tout de même. Il est utilisé d'une certaine façon, mais malgré tout, c'est aussi Fergus, c'est-à-dire quelqu'un qui est le contraire de James. D'abord, il n'est pas né en Europe. D'ailleurs, c'est pas son vrai nom non plus, hein, donc il est irakien. Bien entendu, voilà. C'est un pseudonyme qui s'est choisi. Il n'est pas né en Europe. Il fait le contraire de ce que fait James, c'est-à-dire au lieu d'utiliser toute une batterie d'armes sophistiquées pour défendre l'endroit où il est né, le camp de l'Occident, lui, il veut vaincre la guerre elle-même et, comme vous l'avez dit, par le langage. Voilà, c'est ça. C'est ce que représente vraiment votre personnage. Ce sont ces idées-là auxquelles il croit, cette idée que le verbe peut abattre toutes les résistances, toutes les hostilités entre les peuples. Alors, c'est ce que, je pense, lui croit, mais on va le voir au fil du roman éventuellement douter et être aussi entouré, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le personnage lui-même, qui sert de moteur à toute l'action, mais ce qui se passe autour de lui. Je dirais même que l'autre personnage principal, l'autre héroïne, c'est son attachée de presse, oui. C'est Valéria, hein, c'est ça. C'est Julia, qui est elle-même franco-britannique, et au moment où le roman commence, on vient juste d'avoir le Brexit. Donc elle est coupée en deux. Et on va voir un peu ce que c'est. Elle est coupée en deux aussi par son appartenance française et anglaise aussi, par ce père qui se jette dans la Tamise pour se suicider. On comprend pourquoi il le fait et qui va développer plein de blocages en elle aussi. Hein. C'est ça. Elle a ce qu'on pourrait appeler une histoire géographique et culturelle qui est liée à l'Europe. Tous les personnages sont liés à l'Europe. C'est ça qui m'avait intéressé. Ils ont des liens différents. Elle a un lien qu'on peut considérer comme tragique, hein, vous avez dit pourquoi, et elle va en souffrir, en même temps, elle va le dépasser à travers le roman. Et elle va aussi avoir un rôle déterminant dans la saga Bond, dans le processus de Bond, qui va devenir ambassadeur du multilinguisme et qui va donner une série de conférences à travers toute l'Europe. C'est une espèce de révolution qu'il veut faire en Europe, justement, par cette série de conférences qui va prendre plusieurs années. Et on sent qu'il dérange. Il va être, justement, victime de tentatives de meurtre. Pourquoi son discours dérange autant, justement, les idéaux identitaires qui sont à l'œuvre en Europe, hein, que vous n'avez pas inventé sur ces populismes? Alors, il est peut-être le personnage, l'épouvantail idéal pour tous les identitaires, quelle que soit un petit peu leur tendance, parce qu'on sait qu'ils sont eux-mêmes divisés. Les nationalistes, qu'ils soient élus, qu'ils soient des identitaires de rue, qu'ils soient des souverainistes de salon, lui, il les prend de front. Et c'est peut-être un des premiers qui fait ça de cette façon-là. Y compris, d'ailleurs, pour dire que c'est pas seulement le nationalisme qu'il combat, mais aussi le patriotisme. Et on sait qu'on fait souvent une différence entre les deux, en donnant une valeur positive au second et une valeur négative au premier. Et lui, il va prendre tout ça de front, et il représente peut-être un rêve que j'avais eu, c'est-à-dire quelqu'un qui tienne un discours authentiquement européen, peut-être parce que lui-même n'est pas né en Europe, et parce qu'il peut l'avoir de loin, d'abord, et de près, ensuite. Il parle toutes les langues de l'Europe, hein, il faut le rappeler, de l'Union européenne. Alors, vous avez écrit, dans ce livre, les langues existent, tout le monde peut le constater, mais les peuples n'existent pas. Les populistes les ont inventés, comme les racistes ont inventé les races, et pour des raisons analogues. C'était important pour vous aussi de faire passer ce type d'idée. On est presque dans le domaine de l'utopie, là. Hein. C'est ce que dit Fergus. Ouais, Fergus est
est un personnage qu'on pourrait qualifier d'utopique, encore que apprendre 24 langues, c'est à la portée du cerveau humain. Il y a des hyperpolyglottes qui y sont parvenus. Et ce qu'on imagine de lui, c'est qu'il Il n'y a le pas de fait... langue étrangère, justement, dit Voilà. à Julia, il n'y a que des langues qui attendent. Il n'y a que des langues qui t'attendent. Qui t'attendent. Et lui, il l'a fait en développant une espèce de fantasme qu'on peut dire presque fou, une folie personnelle. Il a été victime de la guerre en Irak, où il est né, et il s'est dit, je vais apprendre toutes ces langues qui ne se font plus la guerre. Parce que l'Europe, on oublie que c'est ça. C'est quand même 70 ans de paix entre les pays qui en sont membres. Évidemment, on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine, et on voit bien avec vos différents reportages, notamment sur les élections turques, que les populismes et le nationalisme sont toujours à l'œuvre et sont toujours très très efficaces. Lui est un personnage qui prend tout ça de front. Et c'est ce qui se passe autour de lui qu'on va voir en marche. C'est dans cette mesure-là que le roman touche peut-être à une part de fantastique, mais je trouve que cette part de fantastique, elle est déjà dans l'esprit européen, et je voulais aussi le rappeler de cette façon-là. Alors, il y a aussi quelque chose qui touche juste dans votre livre, c'est l'humour que vous y avez apporté. Quelque chose d'assez absurde, même parfois. Par exemple, on pense aux conseillers qui sont autour de cet ambassadeur, qui ont tous des surnoms comme Paul, on en parlait tout à l'heure, qui représentent en fait des fonctions, sécurité et autres, et qui sont dans des espèces de caricatures aussi d'eux-mêmes. Oui, oui, oui. Ils s'appellent. Moi, j'aime bien caricaturer les gens, y compris les gens dont je pourrais me sentir proche. Et eux sont effectivement dans une espèce de construction impossible d'un discours parfait. Ils rêvent à un discours progressiste moderne qui pourrait être celui de l'Europe. Ils sont d'une certaine façon confrontés au défi d'établir ce fameux nouveau récit européen dont on parle depuis des années et qui peut-être manque, mais peut-être est en train aussi de s'écrire d'une certaine façon. Et ils s'engueulent évidemment comme du poisson pourri parce que c'est impossible, c'est très très difficile à faire. Et on voit effectivement ce que ça peut représenter aussi par rapport aux polémiques modernes à l'heure actuelle, y compris sur le langage inclusif, la place du féminisme, la place de l'écologie, toutes ces nouvelles formes de pensée qui viennent percuter les formes de pensée anciennes. Et moi j'avais vraiment envie de donner à tout ça une forme drôle, parce que ça peut être aussi drôle. On n'est pas toujours obligé de s'arracher les cheveux en constatant que ça échoue, parce que ça n'échoue pas tout le temps. Voilà, c'est drôle et c'est écrit aussi avec beaucoup d'élégance. Bon baiser d'Europe, justement, Philippe Mouche, c'est publié chez Gaïa. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau de TV5. Un grand merci à vous. Avec plaisir.